C'est bon. Aujourd'hui, au Peigne Fin, j'accueille Sébastien Doiron, chanteur, qui va être avec nous pendant 1 heure à CJSE. Sébastien, tu vas nous parler de plein de choses? Oui, c'est ça. Ben, j'ai mon album qui s'en vient cet automne. J'ai des spectacles qui s'en viennent, tout ça. Puis j'ai l'impression que tu vas me poser plein de questions, puis je vais essayer de répondre ça. On va apprendre à le connaître, Sébastien Doiron. Manquez pas ça débute à 9h, 1 heure d'entrevue au Peigne Fin. Bienvenue dans l'émission au Peigne Fin. C'est la fin du rodéo, c'est comme ça que ça va. Et aujourd'hui, notre invité, Sébastien Doiron. Salut Sébastien. Bon matin. Hey Sébastien et Sébastien aujourd'hui ensemble en entrevue. Sébastien au carré. Sébastien au carré, ben voilà, sur une chaise. Et puis, je sais pas pourquoi je dis une chaise. Ben bienvenue à l'émission. Puis on va en apprendre beaucoup sur toi aujourd'hui, chanteur. Et puis là, juste à temps parce que un premier album qui s'en vient. Absolument, je suis tellement content. On concocte ça là présentement. Puis oui, ça paraît que t'es content. C'était un but à atteindre et puis là, ça arrive. Et t'avais de la misère même à y croire que t'es rendu à cette étape-là dans ta carrière. Ben absolument, parce que on dirait qu'en grandissant, je pensais toujours que j'allais rester un chanteur de backyard puis de feu de camp, puis de penser à l'idée qu'un jour un album allait naître, ben c'était l'impossible. Ah oui, c'était du rêve il y a pas si longtemps. C'est ça. Puis là, de voir cet album-là se concrétiser puis prendre vie, ben, je me dis, oh my God, ça se fait là, on est là. On est vraiment là. Déjà quelques chansons qu'on a pu connaître de toi, mais là, c'est l'album complet s'en vient. Donc, combien de chansons qu'il va y avoir sur ton album? Ça va sortir à l'automne? C'est ça. On souhaite que tout soit prêt pour peut-être mi-octobre, quelque chose comme ça, donc à l'automne. Il va y avoir 10 chansons, donc ça va être un album bilingue, donc majoritairement francophone, mais il va quand même avoir quelques chansons anglophones sur l'album. Est-ce qu'il y a des chansons bilingues ou c'est anglophone ou francophone? C'est ça, c'est anglophone ou francophone, ouais. OK, et puis Sébastien, toi, tu viens d'une famille de musiciens, mais une grande, une vraie famille de beaucoup de musiciens. Immense famille. Okay. Donc il était 27 du côté de mon père et 22 du côté de ma mère, fait que ça fait des méchants party de famille. Comment ça, ces gens-là, ils s'accordaient bien ensemble. Ils se sont dit, on va tomber amoureux, on a tellement des grandes familles. Surtout dans ces grandes familles-là, dans des petites maisons, t'as pas le choix. Faut que tu t'aimes, puis faut que tu fasses attention. As-tu vécu ça, des parties de Noël à 60, juste les frères et sœurs, des parents, puis tout ça? Ah oui, presque toutes les Noëls et les jours de l'an, soit du côté des Douairons, du côté des Comos, c'est toujours des grosses fêtes familiales. Puis les étés, ben c'est ça, à toutes les 3 ans, les Douairons se réunissent pour une fin de semaine, puis à toutes les 2 ans, les Comos font la même chose. Puis la musique est toujours au cœur de ces rencontres familiales-là, puis pour moi, j'adore toutes les activités qu'on fait, puis j'adore ma fin de semaine. Mais si tu me poses la question, c'est quoi le moment fort de ma réunion de famille? Ben, c'est le vendredi soir ou le samedi soir autour du feu, quand on se ramasse avec, 7, 8, 12 guitares, puis on est 25, 30, 40 autour du feu, qui chantent avec des harmonies, tout ça. Hey, vous réussissez à pas être trop cacophonique à 9 guitares? C'est ça. Mais c'est ça les moments forts. Je vis ma fête de famille pour ces moments-là autour du feu, parce que la musique, on le sait tout, c'est un élément rassembleur, puis quand tu parles de famille, tu parles de musique, ben les deux vont bien ensemble. Fait que... Donc la famille aime la musique. Absolument. Grandit dans un environnement d'amour musical. Absolument. Est-ce que toi, t'as des frères et des sœurs? Oui, moi je suis le plus jeune de 3, on est 3 gars chez nous. Bon, ça diminue, là. Ça diminue les familles avec les générations. Ouais, on passe de 27 à 3. OK. Puis moi j'ai passé de 3 frères, et moi j'ai un enfant, fait que ça t'as pas l'intention d'en avoir d'autres ou non vraiment, on est bien satisfait avec une. Des fois, l'énergie d'en avoir 2, fait que je me dis des fois c'est comme en avoir 2. Elle laisse pas sa place. Elle a l'énergie à son père, fait que je peux pas blâmer. Ah ok, ça déplace de l'air aussi, un Sébastien Doiron. C'est ça, ouais. Ben jovial en tout cas et très dynamique. J'aime bien l'énergie que t'as apportée déjà en arrivant ce matin. Et puis en étant enfant, toi t'étais quel genre d'enfant? Je demande beaucoup ça à mes invités pour se faire une idée. Des fois, on change en grandissant, mais toi, est-ce que tu étais un enfant tannant ou sage? Ben, c'est sûr que quand j'étais bébé, si on pose la question à ma mère, elle va dire que j'étais un petit tannant parce que j'étais, qu'est-ce qu'on appelait, fourré partout. On pouvait pas aller veiller nulle part. J'étais rendu dans les armoires des autres. Je restais pas en place. Puis ça a pas vraiment arrêté avec les années. Mais avec le temps, ben j'étais beaucoup... je suis une personne, dans ma jeunesse, à l'école, ça, j'étais un étudiant qui était vraiment impliqué au niveau de la vie étudiante, mais aussi au niveau de la communauté. J'aimais beaucoup faire du travail communautaire. J'ai fait quelques spectacles pour ramasser des fonds pour
pour la fondation Terry Fox quand j'étais, on parle de début de secondaire, des choses comme ça. Fait que j'ai souvent été impliqué dans ce format-là. Parce que moi je me dis c'est comme ça qu'on bâtit des communautés fortes, des communautés aimantes, ben c'est en y mettant du temps puis du cœur. Fait que je dirais qu'en grandissant, c'est ça, j'étais une personne qui est beaucoup impliquée. Puis déjà jeune, donne-moi un exemple de cause dans laquelle tu t'es impliqué. Ben c'est sur la fondation Terry Fox, la famille Godin qui était à l'époque qui s'occupait de la course Terry Fox qu'ils faisait annuellement. À un moment donné, j'étais comme, tu sais, ça serait le fun on pourrait faire autre chose pour la fondation Terry Fox. Fait qu'à ce moment-là, j'avais commencé avec une de mes amies, on avait commencé à faire des spectacles bénéfices pour ramasser des fonds pour la fondation Terry Fox qu'on remettait pour la région, pour des activités. Puis c'est un peu là que la passion de faire de la scène, faire de la musique a commencé. Donc on parle de, je dirais, peut-être des années 2000, 2001. On peut dire que tu avais quel âge à peu près à l'époque? J'étais peut-être à l'époque de 15-16 ans. OK. Donc, ouais. Adolescent, c'est là que tu as été, première expérience sur scène, c'était adolescent? C'est ça. Devant public. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier moment devant public où tu as chanté? Ben, c'est sûr que j'ai commencé à chanter, même avant ça, je faisais partie de la chorale des jeunes, comme bien des artistes ont commencé dans les chorales de paroisse. Puis à l'époque, c'est ça, c'était ma tante Ginette qui restait juste à côté de chez nous, qui dirigeait cette chorale-là, fait que je faisais partie de la chorale des jeunes, qui éventuellement, chorale des jeunes n'existait plus vraiment, fait que là on s'est juste joint à la chorale de la paroisse. Moi j'étais à la paroisse de la Villette, puis mon oncle à l'époque dirigeait cette chorale-là, puis là m'a fait place, jouer un peu de piano, fait qu'il m'a fait place, m'a donné l'opportunité de jouer le piano pour la chorale, puis c'est un peu là que j'ai commencé à prendre goût à la musique, de vouloir apprendre des instruments, à vouloir chanter en public. Puis là, c'est un peu à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se dégainer un petit peu plus puis commencer à faire des spectacles. Est-ce que le piano est resté ton instrument de prédilection? Non, pas du tout. Ça a changé, le piano, je me débrouille simplement. Okay. Je suis capable de me débrouiller, mais mon instrument principal, c'est vraiment la guitare. OK. Puis ça, t'en joues aussi depuis que t'es jeune? Ou? Depuis à peu près l'âge de 15 ans. Donc, à un moment donné, les dimanches après-midi, on passait souvent du temps en famille sur le côté de ma mère, donc le côté des Comos. C'est souvent qu'on allait passer, les mononcles, les ma tante, cousins, cousines, on se ramassait chez Pépé, mais comme moi à la Villette, puis les enfants jouaient au croquet ou jouaient des games dans le front lawn, puis là les mononcles avec une coupe de bière sur le patio, puis à un moment donné, c'est ça, mon grand-père à l'époque m'avait dit tu sais garçon, il dit tes mononcles commencent à vieillir, ça va prendre quelqu'un pour prendre la relève. Fait que je sais pas, ça m'a inspiré, puis c'est un peu là que ça m'a motivé, fait que j'ai demandé à mon oncle Michel à ce moment-là, j'ai dit t'as encore ta vieille guitare? Il dit garçon, il dit allez chenot derrière la porte de chambre, il dit viens la chercher si tu veux mettre des cordes dessus. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, puis dans mon temps j'avais pas l'internet à la maison, j'avais pas YouTube, il y avait pas TikTok pour apprendre. Fait que j'ai vraiment appris à l'oreille, fait que toute la semaine tu sais je grattais, puis là ça sonnait pas bien, j'avais mal aux doigts, je voulais lâcher, puis là le dimanche j'arrivais après la messe, je demandais à mon oncle Michel qui jouait la guitare pour la chorale, j'étais comme ok ben j'ai gratté cette semaine, puis là j'ai essayé ça sonne, je pense ça sonne correct, mais je suis pas sûr c'est quoi, puis il dit ah oui ben ça c'est une A, puis ça c'est une D, puis ça c'est une G, puis c'est un peu comme ça que j'ai appris la guitare, fait qu'il m'a vraiment pris le temps de me montrer, ainsi mon oncle Camille, mon oncle Édouard, mon oncle Michel, mon oncle Ben m'ont vraiment inspiré beaucoup à perfectionner un petit peu la guitare. Et puis quand t'étais jeune, là, quand t'as commencé, c'est quoi les premières chansons que tu chantais? T'arrivais avec des covers, là, c'est certain. Exactement. Ma première chanson que j'ai appris sur la guitare, c'était une chanson de Rénal Basse qui s'appelait Fortuna. C'est une chanson qui était, dans ce temps-là, c'était une chanson qui était vraiment populaire, qui était la chanson là, du temps. Puis après ça, ben c'était d'apprendre des chansons de base de 3 accords. Donc on jouait du caillouche, puis on jouait des choses comme ça, des choses qui étaient plus simples. Puis là avec le temps, ben là tu prends un petit peu plus confiance, t'apprends des choses, puis là tu dis ok ben là je suis prêt pour apprendre de quoi de plus compliqué. Fait que là on se retournait vers du CCR, puis du Eagles, puis du Travis Tritt, puis fait que c'est comme ça que améliorer le répertoire avec le temps. Exactement. Ben oui. Et puis la première chanson que t'as écrite, c'est laquelle que toi t'as écrite? Donc la première chanson que j'ai écrite, c'était Being a Roofer. Ça, je restais en Ontario dans le temps. Puis je travaillais pour une compagnie de toiture qui s'appelait Dr. Roof.
Puis donc j'ai commencé au mois de mai, je restais à Ottawa, puis on n'avait pas vraiment de famille puis d'amis plus que ça là, mais mes 2 frères restaient à Kitchener, Ontario. Puis on était pas tout à fait prêts, moi et ma conjointe, de revenir encore s'établir. Fait que on est parti à Kitchener, Ontario s'établir là, puis je travaillais pour cette compagnie de roofing là. Fait que je commence au mois de mai, puis à un moment donné, on écoutait toujours la radio country sur le roof, puis le propriétaire de la compagnie, à un moment donné, il dit, c'est ça, il dit, il y a des chansons pour tout le monde, il y a des chansons pour les truckers, des chansons pour... Mais il dit, il y a jamais personne qui écrit rien pour les roofers. Fait que moi, pour une joke, j'ai dit, je vais changer ça, moi, je vais écrire une chanson sur les roofers, puis j'ai vraiment dit ça comme une joke, tu sais. Puis la grande fin de semaine du mois d'août, à toutes les années, chez eux, c'est le party annuel, c'est le pig roast, c'est le michoui annuel, il y a 150, 200 personnes qui se réunissent là. Fait que la semaine du pig roast, fait que Kevin arrive à l'ouvrage, puis il dit ta chanson là sur les roofers, es-tu prêt là? Il dit samedi, il dit moi j'ai dit à tout le monde, il dit que mon employé avait écrit une tune. Hey là je fais quelle chanson? Mais il dit la chanson sur les roofers, j'étais comme ah oui, ça s'en vient. Fait que là, j'arrive chez nous le soir, puis je dis ça à ma femme, je dis oh my god, moi j'ai dit ça comme une joke. Puis je dis là, lui a dit à tout le monde qu'il y avait une chanson sur les roofers. J'ai dit hey là, je panique. Elle dit cher, tu sais quoi ce que t'as à faire? J'étais comme ok, j'ai pas le choix. Fait qu'après le souper, j'étais allé dans ma chambre, pris ma guitare, je commençais à gratter là-dessus. Et 45 minutes après, j'avais écrit Being a Roofer, puis je me suis dit garde, ça sera quoi, au moins j'ai quelque chose d'écrit. Puis à ma grande surprise, le monde a trippé sur cette chanson-là. Puis oh my god. Oui. Moi, je me suis dit, c'est une joke là, comme une chanson, puis ça ended up à faire un peu une hit. Puis là, j'allais dans des parties, puis là, disais hey, joue la chanson des Roofers, puis j'étais comme, tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose. Fait que là, ça restait juste comme ça. Je jouais ça de temps en temps dans un petit party privé de famille, puis et là, à un moment donné, quand on parle de projet d'album, j'étais comme, ok, sais-tu quoi, peut-être qu'il y a quelque chose. Fait que j'ai envoyé ça à Andy Bash, j'étais comme, écoute, j'ai écrit ça en 2007 là. Fait que j'ai dit j'ai besoin qu'elle soit comme modernisée un petit peu. Je dis qu'est-ce que tu penses, est-ce que ça a du potentiel? Puis la chanson qui est sur les réseaux, qui est sur les plateformes aujourd'hui, c'est le produit final de Being a Roofer. Une chanson que t'as écrite un peu sous pression. C'est ça, comme une joke. Comme une joke, mais ça a été ta première. Ça a été la première, c'est ça. Ça a commencé de belle façon. Vive ton boss là-bas qui disait hey, regarde. C'est ça, je me dis inspirer une chanson qui plus tard inspire un album. Fait que... Et puis Andy Bast, qui est très connu, là, il a fait une grosse job de réalisation pour des artistes émergents, puis le monde en Acadie. Toi, de quelle façon tu l'avais connu, Andy Bast, pour avoir ce contact-là? Puis, ben, je connaissais Andy. Je connaissais Andy un peu dans le milieu artistique. Je le connaissais comme artiste, mais je savais pas vraiment qu'il y avait un studio d'enregistrement. Puis à un moment donné, honnêtement, je me souviens pas qui m'avait dit, mais on dit si tu veux enregistrer, tu sais, check avec Andy Bass. Puis j'aimais beaucoup le style que Andy avait, parce que tu sais, oui, je me considère comme un artiste country, mais avec une touche un peu plus moderne aussi. Fait que j'ai comme vite réalisé que Andy avait compris le son ou le style que je recherchais. Puis ce que j'aime avec Andy, c'est que c'est un artiste tellement multi-talent. Il joue toutes sortes d'instruments. Fait que c'est un peu comme un one-stop shop. T'arrives là, puis il te montre tout ça, puis c'est tout lui qui joue. J'étais comme, c'est incroyable. Là, t'as besoin d'un son, quelque chose, d'un instrument, lui. Oui, pas de problème. Puis là, j'ai envoyé des petits clips, des petits clips vraiment par Messenger, juste des nananas, puis qu'est-ce que tu penses de ce site? Puis tu te viens de beau, puis next thing you know, il t'a tout agencé ça, puis j'étais comme... Oui, c'est exactement ça que je voulais. Okay. Là, fait que c'est ça que j'adore de travailler avec Andy, c'est qu'il a vraiment compris ce que je recherchais comme style. Fait que... Donc il a participé lui pour l'enregistrement de Being a Roofer. C'est ça, c'est vraiment ça que c'est. Les 3 chansons qui sont sur les plateformes aujourd'hui ont été enregistrées chez Andy, puis l'album aussi, parce que je veux quand même garder le même feeling, le même son. Puis on travaille super bien ensemble, fait que je voulais pas déstabiliser ça. Hey, wow. Bon ben je pense que on va y aller avec la chanson Being a Roofer. Je veux l'écouter, puis je suis vraiment content. Maintenant, je vais avoir un œil différent sur la chanson, de connaître l'histoire. Ça a vraiment été écrit parce qu'il a dit il n'y en a pas de chanson sur les roofers, il y en a sur tous les autres métiers. On écoute ça, Sébastien Doiron, Being a Roofer, à CJSF.
avec la pleine professionnel, country. Mais c'est bien parce que j'ai quand même une bonne relation. C'est le propriétaire, on est de grands amis, on se visite régulièrement, tout ça. Puis il a même décidé il m'a fait le cadeau d'investir dans l'album parce qu'il y avait la chanson sur les Roofers. Okay. Fait que je trouve ça tellement spécial. Puis tu sais, je dis toujours cette chanson-là, ça a été pour lui vraiment, pour Kevin. Fait que le fait que lui aime la chanson, je me dis, regarde, le reste, ça importe peu. En autant que Kevin était satisfait avec ça, puis c'est un de mes plus gros fans, vraiment. Puis quand il avait dit ça, là, Kevin, il avait dit, il y en a pas de chansons pour les Roofers, mais il y en a pour d'autres pays. Est-ce qu'il savait que t'étais musicien? Ben, il savait que je faisais un petit peu de musique, j'en avais déjà parlé, mais tu sais pas. Il y avait pas l'idée que t'allais y proposer, moi, en écrire. Absolument pas. Puis je pense pas qu'il avait même envisagé qu'un jour cette chanson-là se retrouverait sur un album. Non, c'est ça. Donc, ça a mis les Roofers à la map. On est fiers de ça. Hey, vraiment bon. Et puis la chanson, tu l'as jouée au Festival du Mollusque en fin de semaine dernière. Oui, exactement. Je l'ai jouée à 2 reprises parce qu'on l'a joué je faisais partie du gros time des pompiers volontaires de Bouctouche mercredi dernier. Puis là, lorsqu'on a fait la sélection de chansons pour le spectacle là, de 50 ans, 50 artistes que Laurie Leblanc et Jeannette ont mis sur pied, Laurie m'avait proposé de chanter Being a Roofer, puis j'étais comme absolument, j'étais vraiment content. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que je l'avais jamais vraiment joué avec une full band, comme on l'a fait en studio, mais c'était déjà fait lorsque moi j'arrivais à enregistrer ma voix. Mais quel feeling de jouer ça avec c'était la crème de la crème là, que Scott Delhunty à la guitare. Exactement, il y avait Scott Gervin au piano, Ray Légère au violon, il y avait Étienne à la basse, Mike Porrell au drum. Écoute, c'était ça s'explique pas on va dire magique. Surtout pour moi, un artiste qui commence, qui a l'habitude de jouer souvent tout seul, joue souvent les terrasses du Lumina, c'est solo. Ah oui, parce que le Lumina là, on n'en a pas parlé encore, mais tu fais beaucoup de spectacles à l'Acadie Lumina au pays de la Sagouine. Oui, ça fait déjà c'est la 3e saison. C'est vrai que la première saison a commencé un peu plus tard parce que ça a juste ouvert au mois d'août, mais j'avais quand même réussi à faire, je dirais peut-être 7-8 terrasses. L'année passée, j'en ai fait, je pense, j'ai fini la saison avec comme 18 terrasses Lumina ou Espace Uni. Puis cette année, c'est la même chose, j'en ai 17 encore de boogie. Fait que, okay. Mais c'est ça, fait que pour moi, le feeling de souvent jouer solo et de se retrouver sur un gros stage comme celui de dimanche dernier au Centre JK avec ces musiciens, de la crème des musiciens. Écoute, je flottais sur un nuage. Ah oui, là tu te sentais parmi les vrais, là, la vraie gang. Mais c'est bien certain. Puis j'ai eu des beaux commentaires de spectacle-là. Franchement, là, ça a l'air d'avoir levé la foule vraiment. Et puis par la suite, donc t'avais écrit Being a Roofer, première chanson que t'as enregistrée. Ben pas première chanson que t'as enregistrée parce que c'est la première que t'as écrite, mais t'en as enregistré une autre avant. Tu voulais en sortir une en français avant de sortir. Exactement, parce que je savais que j'allais sortir la musique sur les ondes de CJSE, puis je voulais absolument que ça soit en premier, que ça soit une chanson francophone. Puis je me disais, par la suite, on va en sortir un anglophone parce que la musique française occupe une très grande place dans la région avec raison. Fait que je voulais quand même respecter ce motto-là de faire vivre la musique française. Tu dis aussi que sur ton album qui s'en vient là, au mois d'octobre, c'est l'album à mi-chemin. Hein? C'est ça qui sera le nom de l'album. Mais là, il va y avoir une majorité de chansons francophones aussi là-dessus, mais quelques petites chansons en anglais. C'est ça. Donc, j'ai été avec le ratio de 7-3. Donc, il va y avoir 7 chansons. C'est ça. Il va y avoir 7 chansons francophones et 3 chansons anglophones. OK. Mais parle-nous de le plus grand, le plus fort. Donc, première chanson que tu as écrite en français, puis c'est la première qui est sortie à la radio. Exactement. Et ça, mais même c'est la même chose. Ça a été, c'est ça, c'est une chanson qui a été écrite pour mon père. Donc nous chez nous, en grandissant, on était 3 gars. Mon père était chauffeur d'autobus. Il a fait 33 ans de sa vie dédié au même district scolaire francophone. Puis il a donné l'opportunité à ma mère en grandissant d'être pour que ma mère soit capable de rester à la maison, s'occuper de ses enfants. Mais on s'entend qu'un salaire de chauffeur d'autobus, c'est pas là que tu... C'est pas un salaire de joueur de hockey. Exactement. Fait que quand mon père s'est retiré, je me suis dit... Puis ça s'est fait encore une fois un peu comme par surprise, un peu à la dernière minute. Je pense que c'était comme un peu, peut-être 3-4 jours avant son party de retraite qu'on organisait. J'ai eu comme un flash, j'étais comme... Sais-tu quoi, je pense qu'il faut que j'écrive une chanson à mon père. Fait que même chose, j'ai écrit cette chanson-là, ça a pris peut-être, je sais même pas si ça a pris 1 heure. L'inspiration était juste là, puis c'est un peu ça que ça parle de, c'est que, tu sais, malgré que mon père faisait pas des salaires de fou,
on n'a jamais manqué de rien. Tu sais, on a travaillé pour ce qu'on avait, mais on n'a jamais manqué de rien. Puis je pense que c'est ça que je voulais, c'était ça l'essence de la chanson, c'est de reconnaître que mon père a travaillé fort pour faire sûr qu'on manque de rien. C'est pas le plus grand, mais pour moi c'est le plus fort. Ouais. On rêve tout ça d'avoir, on entend souvent ces histoires-là. Là. Non, c'est mon père le plus grand, puis non, c'est mon père le plus fort, puis mon père est meilleur. C'est à ça que ça fait penser. Mon père est meilleur que le tien. On entend ça. Exactement. La fameuse blague. Puis je dis tout le temps ça, mon père, c'est pas le plus grand, parce que mon père est tout court, il me passe à l'épaule à peu près. Mais pour moi, c'est le plus grand pareil. Parce qu'il a fait les choses. Pour moi, il a fait les choses en grand. Fait que c'est un peu ça que la chanson nous raconte. Est-ce que c'est un peu comme la première que tu avais écrite pour ton boss de roofing? Est-ce que là, tu t'es dit, si lui, il l'aime, je suis satisfait. Fait que là, si ton père l'aimait, la chanson, tu étais satisfait. Ça faisait le travail. Exactement. Puis je pense qu'aujourd'hui, il est pas mal fier de ça. Quand il l'écoute, il l'écoute tout avec un sourire. C'est tellement touchant. Écoute, être un père, là. Moi, je sais que mon père est très fier de ce que je fais. Puis quand je fais quelque chose qui peut l'honorer, il est tout content, mais là, avoir une chanson pour lui comme ça, avec un beau texte comme ça, non, franchement, il a dû être très touché. Et puis, on va l'écouter, Sébastien. On va écouter Le plus grand, le plus fort. Alors, ça parle de ton père. Première chanson qui était sortie en français sur la radio, et elle va être sur l'album. Exactement. Sur l'album À mi-chemin, qui sortira au mois d'octobre prochain, si tout va bien. On pense que la sortie sera au mois d'octobre. Les doigts sont croisés. La voici, Le plus grand, le plus fort, Sébastien Doiron, à CJSR. Fin avec notre invité aujourd'hui, Sébastien Doiron. C'était très bon, Sébastien, ta chanson. Le plus grand, le plus fort, très touchant aussi, et ton père doit être fier. On est bien content. Donc, il y a d'autres chansons qui s'en viennent parce que là, tu es en production pour l'album qui sortira. L'album s'intitule À mi-chemin. Ça sera ton premier. Oui. Et pourquoi ça s'appelle À mi-chemin? Je me suis dit... je souhaite d'être capable de vivre jusqu'à 80. OK, puis tu t'es dit j'étais à moitié. C'est ça. J'arrive à 40, fait que je me dis, je suis là, je suis à mi-chemin. C'est drôle, moi, à 45, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, je vise 90, j'étais tout content. Je suis sûr qu'il va t'arriver la même chose dans 5 ans. Oui, absolument. On va monter ça, à la limite. 90, ça se vise, mais 80, c'est beau. C'est déjà bien. Si je peux me rendre à 80, au moins, j'aurais eu une belle vie. Fait que c'est ça. À 40, je suis à mi-chemin. Puis ça s'est tout éclairé durant un voyage à Vancouver. J'étais avec des collègues à une conférence, puis à un moment donné, je me suis laissé, je sais pas, j'ai perdu la notion du temps. Je marchais tout seul dans les rues de Vancouver, je regardais le paysage, les montagnes, tout ça. Puis je me suis dit, sais-tu quoi, mon ami Andy a raison. Je vais trouver la façon, on va trouver les moyens, puis on y va, on fait l'album. Et c'est là que j'étais comme, sais-tu quoi, ça va s'appeler À mi-chemin. Puis j'ai commencé à écrire à mi-chemin dans ma chambre du Airbnb durant mon séjour à Vancouver au mois de mai. Une chanson, la chanson titre. C'est ça. OK. Ouais, qui parle un peu de ça. On est à mi-chemin. Hey, c'est la première qu'on va entendre, ça, parce que là, c'est prêt, ça s'en vient sur nos ondes, ça. Exactement, j'ai très, très hâte d'être capable de vous sortir ça, de vous montrer ça. La prochaine chanson, À mi-chemin, qu'on aura très bientôt à l'antenne de CJSE. Donc, Sébastien, si on parle de toi un peu pour en connaître plus là, avant la fin de cette entrevue, c'est le but derrière la manœuvre, de te connaître. L'endroit où tu as joué qui t'a le plus marqué, là, tu vas me dire Bouctouche en fin de semaine. Oui, c'est définitivement dans les gros moments. Un autre endroit qui t'aurait marqué où tu as joué? Je vais dire, une des endroits qui m'a motivé un petit peu à vouloir en faire plus, de faire de plus en plus de scènes. J'ai eu la chance d'être invité au spectacle à Laurie Leblanc de Noël en Acadie 2 ans passés. Et puis ça a été un moment marquant pour moi de voir toute la production qui se passe en arrière-scène. Jeannette et Laurie ont ça vraiment d'organiser. C'est d'une beauté. Pour moi, ça a été un privilège de faire partie de ça. Puis j'étais avec des artistes comme Frank Williams, puis Jacques Comeau, puis tu sais, des grands artistes comme ça. Puis de vivre cette expérience-là, ça te donne le goût de vouloir en faire plus. Fait que c'est certain que ça m'a marqué. J'avais quand même eu la chance de faire de monter un spectacle d'envergure professionnelle durant le Congrès mondial acadien de 2009 dans la péninsule acadienne chez nous, puis le spectacle se passait à Neguac. Fait que ça a été aussi un moment marquant aussi parce que ça faisait partie dans le cadre d'un événement international. Fait que je me suis considéré chanceux de pouvoir faire ça. Mais si tu me poses la question réellement là, dans mon petit cœur d'artiste, les moments les plus mémorables pour moi, c'est
probablement pas les plus gros événements, mais les plus petits événements intimes. Parce que je suis le genre d'artiste, j'adore être capable de filer proche de mon public, de filer proche des gens qui écoutent ma musique. Puis des fois, quand c'est trop gros, je sais que je peux pas connecter autant avec les gens. Fait que si tu me poses des questions, mais quand que je fais mes spectacles de Noël, ben c'est des moments extrêmement forts pour moi. Fait que, ouais, parce que c'est beaucoup plus intime. C'est des Dans quel coin? Il y a un exemple de spectacle de Noël? Mes spectacles de Noël, quand je les fais d'habitude, j'en fais souvent un chez nous à Neguac et à Bouctouche. C'est les deux régions où mon focus est. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça d'être capable de faire une mini-tournée avec ce spectacle de Noël-là. Parce que c'est tellement un temps de l'année où la musique nous fait du bien, puis c'est un peu ça l'objectif que je me suis donné, parce qu'en grandissant ou en vivant notre vie, les gens souvent se cherchent puis ils essayent de trouver leur raison d'être, puis il y a des gens qui passent leur vie entière à essayer de découvrir cette raison d'être-là. Puis moi, je pense que j'ai été chanceux parce qu'en grandissant dès mon adolescence, je pense que j'avais déjà compris que ma raison d'être à moi, c'est de faire du bien aux gens autour de moi. Puis que l'outil que j'allais utiliser pour le faire, c'était la musique. C'était déjà établi à cet âge-là, ouais? Je pense que oui. Je pense que j'avais déjà compris que j'étais capable, j'avais le don, j'avais la facilité, si on veut, de faire du bien autour de moi, puis de faire s'assurer que les gens autour de moi soient bien, puis soient heureux. Puis si je suis capable de le faire par l'entremise de la musique, ben c'est un plus parce que ça me fait du bien autant à moi que les gens qui l'écoutent. Puis c'est cet élément-là que je ne veux absolument pas perdre, que je veux rester le plus vrai, parce que c'est ce qui décrit l'artiste que je suis ou l'artiste que je veux rester, l'artiste que je veux devenir, ben c'est d'être proche avec mon monde. Puis tu sais, il y a des gens qui me disent on t'a vu quelque part, on voulait pas te déranger. Au contraire, il y a rien qui me fait plus plaisir que des gens qui m'arrêtent, qui me serrent la main, qui me disent oh my god, on a entendu ta chanson à la radio, c'est super le fun, comme je vis pour ça, fait que je suis bien. T'es quelqu'un d'accessible. Absolument. Et de sociable. J'ai toujours dit la journée où je pourrais plus faire ça, je pense que j'aime mieux arrêter de faire de la musique que de perdre cet élément-là de l'artiste que je suis. Et quand tu t'es rendu compte que tu pouvais faire plaisir, faire du bien aux gens avec la musique, est-ce que c'était avec ta voix à la base que tu t'es rendu compte en chantant ou c'était en jouant d'un instrument au départ? Écoute, ça a commencé, je pense même pas que ça avait rapport à la musique, c'est juste, je trouvais que j'avais cette facilité-là de trouver les bons mots, de trouver les bonnes choses à dire aux gens. Puis tu sais, parce que j'étais beaucoup impliqué dans ma communauté, c'est beaucoup par la parole, tu sais. Fait que c'est un peu là que j'ai réalisé, ok, ma voix est un instrument que je peux utiliser, puis ça me coûte rien. C'est ça que je trouve. Puis tu chantais même pas nécessairement encore quand tu t'es rendu compte que tu pouvais faire du bien autour de toi. Exactement. Puis là j'ai réalisé que j'avais une passion pour la musique, puis j'ai réalisé que aider les gens puis faire du bien aux gens pouvait s'aligner avec faire de la musique, puis je me suis dit ben regarde, c'est le meilleur des deux mondes, je peux mettre ces deux choses là ensemble, puis je peux avoir un plaisir fou à le faire, puis en même temps d'avoir du plaisir, ben ça fait du bien aux gens. Oui, mais ma question, je voulais savoir si tu avais commencé par le chant ou de jouer un instrument à la base, tu sais, par quoi tu as commencé? Ben vois-tu, je faisais partie des chorales avant, fait que j'ai commencé à chanter avant de jouer d'un instrument. Absolument. Okay. C'est sûr que si on pense aux instruments, c'est sûr qu'à la petite école on apprend tout à jouer la flûte à bec, mais je suis pas sûr que j'aurais fait carrière avec la flûte à bec. Mais définitivement avec mes cousins tout ça, même je me souviens là qu'on commençait tout jeune là. On a commencé des bands dans nos caves chez nous avec des boîtes de 4 ans puis des 5 gallons de plastique puis des assiettes d'aluminium pour faire des cymbales. C'est rudimentaire. C'est ça, des guitares en plastique, puis on faisait des spectacles dans la cave pour nos parents, puis tout ça. Fait que j'ai comme bien d'autres artistes, j'ai commencé là aussi. Puis là, j'ai vite réalisé qu'on pouvait on pouvait transférer ça à des vrais instruments puis que ça sonne encore mieux. Fait que oui, ça date de loin. Et toi, t'es originaire de Neguac, hein, tu me disais? Ben, un petit village à côté de Neguac qui s'appelle Saint-Wilfred, mais j'ai grandi dans la région de Neguac, j'ai gradué de CSC La Fontaine. Donc, d'où la raison de ma question. Tu dois être content de retourner pour le 15 août. Le 15 août cette année, toi, t'es dans ton coin de pays, là. Absolument. Puis je suis tellement heureux d'être capable de le faire parce que pour la première fois depuis l'âge de 15 ans que je fais de la musique, que je vais chanter un 15 août. J'ai jamais été embauché pour chanter un 15 août. Fait que
de chanter un 15 août, c'est déjà, pour moi, c'est déjà une fierté. Mais d'être capable de le faire chez nous, dans la région de Néguac, je suis super, super content de pouvoir de participer à ça. Puis tu vas avoir beaucoup de public qui te connaît, là. C'est ça, certainement, exactement. Les amis, la famille, tout le monde va être là. Ouais. Un beau 15 août en perspective pour toi, Sébastien, c'est vraiment, vraiment bien. Ouais, c'est sûr que j'ai un petit pince-mon cœur parce que ça fait depuis 2012 que je suis revenu dans la région et que depuis 2012, c'est la tradition que le 15 août, ça se passe au Tintamarre puis le pays de la Sagouine. Puis là, cette année, je serai pas là. Tu veux pas, okay, c'est ça, je serai pas là, fait que ça va être... un mal pour un bien, par contre. Exactement. Je veux quand même vivre l'expérience de chanter un 15 août puis je suis super content de le faire. Mais je vais... il y a une partie de mon cœur à moi qui va quand même être au pays de la Sagouine au 15 août. Par l'habitude. Hey, Sébastien, le temps avance, mais je voudrais qu'on écoute encore une chanson aujourd'hui de toi avant de revenir ensuite pour la conclusion. La chanson That Will Be the Day, donc une autre en anglais, et c'est la plus récente qui a été enregistrée, même si c'est pas la plus récente que tu as écrite. Là, t'en as d'autres qui s'en viennent pour l'album à mi-chemin. Exact. Mais celle-là, dans celles qui ont été enregistrées, c'est donc la plus récente. Parle-moi un peu de That Will Be the Day. Ben, cette chanson-là a été écrite pour mon épouse pour notre mariage. Donc, j'avais écrit cette chanson-là. Juste savoir en quelle année vous êtes mariés. En août 2008. OK, ça fait longtemps déjà. Ça fait déjà longtemps. Souvent, les gens me disent ça peut pas se faire, que ça fait longtemps même que tu es marié. Je dis c'est peut-être parce que j'avais l'air jeune ou oui. je me suis convaincu que c'est parce que j'avais l'air jeune. Ben, t'as l'air jeune, mais t'es jeune, je crois. Ouais, ben, je me suis marié 9 jours avant ma fête de 21 ans. C'est jeune. Donc, pour aujourd'hui, je là, savais c'est déjà, wow. ça faisait déjà à l'époque, à ce temps-là, ça faisait déjà 6-7 ans qu'on était ensemble. Oh! Fait qu'on le savait déjà. C'est merveilleux, c'est un amour d'adolescence ou de jeunesse. Ben, de high school, vraiment. Ouais, ça existe encore des amours de high school qui persistent puis qui survivent, ça existe encore. Ben, c'est les meilleurs, hein. Oui. Je pense qu'en ayant un amour de jeunesse, t'as plus de chances de vivre dans la durabilité, la fidélité et tout ça, parce que il y a cet attachement-là de base, on peut pas... C'est ça. On peut pas se vouloir de mal. Là. Fait que c'est ça, je voulais écrire une chanson pour notre mariage. Fait que That Will Be the Day, c'est un peu ça, c'est la chanson que j'ai écrite pour mon épouse Annie elle mérite une médaille parce que puis même ma fille Jade, ces deux-là méritent une médaille parce que je me dis, tu sais, quand tu prépares des spectacles, tu prépares des albums, tu écris des chansons, ben c'est les mêmes chansons qui sont sur repeat dans la maison que tu pratiques, que tu grattes, puis eux autres ils entendent toujours les mêmes chansons, puis je me dis comme, tu sais, ils me suivent là-dedans, puis ils disent pas un mot, puis je fais que j'apprécie tellement que je suis capable qu'ils me donnent l'opportunité de faire ça, puis qui ont la patience d'endurer les mêmes chansons sur repeat pendant des semaines, des mois pour se préparer un spectacle ou se préparer une chanson. Ils méritent toute mon admiration, puis ils méritent définitivement une médaille de patience. Ouais, je suis certain que même si des fois ils sont peut-être tannés de l'entendre de la pratique, quand ils la voient en vrai, par contre, ils voient le résultat final puis l'enregistrement, là, je pense qu'ils sont fiers puis ils sont contents. Oui, pas mal. C'est là qu'on se remet du temps qu'on a passé à l'endurer. C'est ça que je trouve un peu le plus drôle de tout ça, parce que ma fille est maintenant au high school, puis souvent durant le jour elle va m'envoyer des Snapchats de ses amis à elle qui écoutent mes chansons puis qui adorent ma musique, puis je me dis comme oh my god, je pensais pas que ma musique à moi allait rejoindre cette démographie-là, cette génération-là. Fait que je trouve ça merveilleux, je trouve ça bizarre, mais je trouve ça cool, puis j'apprécie tout ça. Ça n'a pas de limite. La musique, ça peut vraiment atteindre n'importe qui. Donc, une belle chanson de mariage. Puis tu l'as écrit un peu avant le mariage parce que That Will Be the Day. C'est ça. Ça s'en venait. Exactement. Donc, ça va être notre grand jour. Et exact. Tout ça. Donc, chanson pour ta femme. Est-ce qu'on peut avoir son prénom? Annie. Annie. Yeah. On te salue, Annie. On espère que tu es à l'écoute. Puis on va écouter la chanson qui a été écrite pour toi. That Will Be the Day. Sébastien Doiron. Ah, c'est JSA et restez là. Le peigne fin se poursuit. Vous écoutez l'émission au peigne fin. Hey, Sébastien Boucher avec vous, avec mon invité Sébastien Doiron. Et là, Sébastien, t'es en train de trafiquer quelque chose. On essaie d'avoir ta nouvelle chanson à mi-chemin. Et puis, on fait des petites manœuvres pour tenter de pouvoir l'écouter. Mais on verra si ça peut fonctionner. On va s'essayer. On va s'essayer. Et puis, là, tu disais 15 août, t'es à Néguac, donc pour les fêtes du 15 août, spectacle-là. Puis, t'as fait beaucoup de spectacles. Fête des mères, spectacle de Noël aussi. Parle-moi un petit peu de ça. Ça a été des spectacles que t'as aimé faire dans les dernières années? Ben, c'est sûr que Noël, pour moi, la musique de Noël, c'est de ma musique préférée. Fait que j'essaie toujours de faire un spectacle de Noël parce que c'est un temps de l'année où les gens
gens ont tellement besoin d'une pause, ont tellement besoin, il y a tellement de stress puis de pression qui sont mis durant les fêtes. Puis je me dis, si on peut prendre une soirée où les gens peuvent juste s'asseoir puis se mettre dans l'ambiance des fêtes, puis se rappeler les vraies valeurs, puis les vraies raisons de célébrer Noël. Puis il y a souvent un focus sur la famille pour mes spectacles de Noël parce que j'ai grandi là-dedans. Puis j'essaie toujours d'avoir quelques morceaux où ma famille est impliquée dans certains numéros. Ça rend l'expérience puis le spectacle plus personnel. Fait que ça, j'essaie toujours d'en faire un à chaque année. Puis cette année, on a fait le spectacle pour la fête des mères. C'était ton deuxième, je pense? C'était mon deuxième. Je l'avais essayé à Bouctouche, ça avait quand même bien fonctionné, puis je voulais voir si ça allait fonctionner. Donc c'était une chanson pour maman. Donc à l'avance, les gens pouvaient soumettre une demande spéciale pour leur mère, puis m'expliquer pourquoi que cette chanson-là était spéciale pour leur maman. Puis là, la soirée même, après ça, on sélectionnait le nombre de chansons que je pouvais faire pour le spectacle. Puis on interprétait la chanson-là exprès pour la maman. Puis j'avais bâti un gros cadre photo sur l'estrade. Il était comme 8 pieds de haut par 4 pieds de large. Puis on mettait la photo de cette maman-là qui se faisait honorer. Puis là, on interprétait la chanson. On lisait l'hommage que la personne avait écrite pour eux autres. Puis là, ma fille, à ce moment-là, à la fin de la chanson, allait apporter une fleur spéciale à cette maman-là pour rendre l'expérience spéciale. Puis ça a été un succès. Les gens ont adoré. Puis c'est ça que j'aime de la musique, c'est d'être capable de vivre ces moments intimes-là avec le public. Fait que je souhaite être capable de faire ça encore pour longtemps. T'as comme emmené plein d'émotions. C'est un très beau projet. Oui, bravo. parce que tu sais, tout le monde, tu sais, les chansons qui ont été envoyées, c'était pas nécessairement une chanson qui parlait d'une maman. Ça pouvait être, tu sais, ça pouvait être n'importe quoi. C'est ça, c'est une chanson peut-être que la maman chantait à sa fille lorsqu'elle était bébé pour la faire dormir, ou c'était une chanson que, tu sais, il y a une maman qui malheureusement ne peut pas être là, qui était avec qui souvent a été en traitement pour le cancer, qui voulait vraiment être là, qui pouvait pas. Mais on a fait FaceTime avec elle live là pour y chanter la chanson que sa fille avait choisie, puis c'était Amazing Grace. Fait que mon amie Germaine Robuchot, écoute, je suis tellement fier de la bataille qu'elle mène. Elle mène ça avec comme une pro. Du courage. Avec courage. Fait que je suis très, très, très content d'avoir été capable de... Tu sais, je me dis, c'est peut-être pas tous les artistes, ou c'est peut-être pas dans tous les settings que j'aurais été capable de vivre ce moment-là, puis je trouve ça spécial que j'ai été capable de faire ça live sur un stage, de faire ça par FaceTime, qu'elle pouvait pas être là, mais au moins elle a pu entendre sa chanson pareil, fait que j'étais très content. Félicitations, c'est des beaux projets, Sébastien. On le voit que t'es impliqué pour vrai, tu fais ce que t'aimes. Et puis, ça paraît que t'aimes le monde, t'aimes les gens. Donc, non, c'est bien, puis ça promet pour une belle carrière. Fait que là, justement, l'album. On vient sur cet album qui s'intitule À mi-chemin, qui va sortir parce qu'il y a de nombreuses collaborations là-dessus. Oui. Je voudrais qu'on en parle. On va mettre les gens au tout de suite, fin. J'ai presque peur de me pincer. J'ai peur de me réveiller et que ça soit pas vrai. Ça soit pas vrai, cette affaire-là. Parce que, tu sais, comme je disais au début de l'émission, j'ai été longtemps que je pensais que j'allais juste rester, j'allais toujours être un chanteur de backyard puis autour d'un feu. Fait que pour moi, de penser, d'envisager l'opportunité d'être capable de collaborer avec des artistes accomplis, à moi, c'était une chose qui était impossible. Fait que quand j'ai... puis en 2003-2004, j'ai découvert l'artiste Monique Poirier, ma bonne amie Monique, dans la première série de spectacles de l'Acadie. Donc, elle et Kid Gauguin étaient deux des premiers artistes que j'ai entendus, et je suis tombé comme la plupart des gens qui entendent la voix Monique tombent sous le charme. Et avec les années, j'ai découvert que Monique était non seulement juste une interprète, mais c'était une grande écrivaine qui a écrit des super belles chansons pour Jacques Comeau, pour Georges Béliveau. Puis je me suis dit, oh my God, un jour, là, ça serait un rêve pour moi que si Monique pouvait m'écrire une chanson, mais jamais pensé que ça pouvait se faire. Fait que l'année passée, j'ai rencontré Monique, puis je me suis dit, un gars, ça essaye. Fait que j'ai lancé ça. Puis à ma grande surprise, il y a eu zéro hésitation. Sur le moment même, elle était comme, ben oui, ça me ferait plaisir. Et là, je me suis dit comme, oh my God. Qu'est-ce qui arrive? Puis la même chose s'est produit avec Daniel Légère qui a contribué une chanson sur l'album. Puis je me suis dit, oh wow. Tu sais, Anthony de Maillet disait souvent, où l'impossible est possible.
puis je réalise, c'est vrai, là, je pensais pas qu'un album serait possible. Encore moins de collaborer avec des artistes accomplis comme Monique Poirier et Daniel Légère. Puis, tu sais, ils ont accepté avec zéro hésitation. Puis, je suis tellement reconnaissant, puis je suis tellement content de pouvoir avoir 2 de ces chansons-là, ce qui va se retrouver sur l'album aussi. C'est merveilleux. Puis Monique, donc, a écrit une chanson qui est sur l'album, puis Daniel Légère aussi, c'est qu'il a écrit une chanson, c'est ça, puis elle est sur l'album. On a discuté tout ça. Daniel Légère, c'était bien, on était assis dans une petite cabane à côté de sa grange de Chavira à Saint-Thomas, avec la mer, on a plein la vue, puis on a commencé à jaser, il dit, okay, parle-moi de toi, parle-moi des choses qui t'ont arrivé, tout ça. Puis à un moment donné, c'est ça, je parlais que la façon dont moi et ma conjointe on s'était rencontrés, c'était quand même une histoire assez unique parce que on fréquentait pas les mêmes écoles. Puis on s'est rencontrés à un événement que le gouvernement organisait pour ramasser des fonds pour essayer de bâtir des activités ou de l'infrastructure. Puis vous étiez jeune, là, oui, on était adolescent. J'étais en 10e année, là. J'étais tout jeune. Et puis, à la fin de cette fin de semaine-là, on n'a même pas échangé nos courriels parce que moi, j'avais pas de courriel. Fait qu'on a échangé notre adresse postale. Et quand je compte ça à ma fille aujourd'hui, elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire, ton adresse postale? C'est comme, j'avais pas d'email, j'avais pas de Snapchat dans le temps. Pas de Facebook. Fait que, à la sortie de ça, elle m'a écrit une lettre la semaine suivante. J'ai répondu à cette lettre-là. Et là, par la suite, elle m'a écrit une deuxième lettre. Mais lorsque j'ai reçu cette deuxième lettre-là, je venais tout juste de savoir que mon grand-père, qui avait influencé m'avait motivé à apprendre la musique, était atteint du cancer avec 4 semaines à vie. Fait que j'ai comme mis cette deuxième lettre-là on oublie. Puis elle s'est dit, il est peut-être juste pas intéressé, fait que ça a juste arrêté là. Puis c'est 1 an après, dans notre cours d'espagnol en ligne, que on a reconnecté, on prenait le cours d'espagnol en même temps, fait que là tous les jours on s'envoyait des messages ça, puis c'est parti de ça. Fait qu'en parlant de ça avec Daniel Légère, il dit, je sais pas, il y a quelque chose qui m'accroche avec l'histoire de la deuxième lettre. Puis je dis c'est vrai parce que ça serait cool de penser à notre histoire d'amour, notre histoire, puis de dire si j'avais eu répondu à la deuxième lettre, est-ce que notre histoire serait la même aujourd'hui? Fait que c'est un peu autour de ça, c'est un peu autour de la deuxième lettre que Daniel s'est inspiré pour écrire cette chanson-là. Fait que j'ai très hâte aussi. C'est génial. Puis Monique, je réserve ça comme surprise parce qu'elle est pas tout à fait terminée. La chanson n'est pas tout à fait terminée encore. On travaille encore dessus. Fait que je veux réserver des surprises de qu'est-ce qui s'en vient. Puis je pense aussi qu'il va y avoir un duo avec Monique Poirier aussi sur une des chansons. C'est une chanson qu'elle avait faite dans le passé. Puis qui était pas un duo. Elle a dit, me semble, c'est pas une chanson qui est... c'est pas une chanson que j'ai poussée, c'est pas une chanson qui a joué nécessairement à la radio, tout ça. Elle dit, je pense que ça pourrait peut-être être un beau duo si ça t'intéresse. Fait que je me suis dit, non, ça m'intéresse pas, tu sais. Fait que pour moi, c'était encore une fois, c'est un autre cadeau pour moi sur cet album-là de faire un duo avec Monique Poirier. Parce que j'ai eu la chance de chanter avec elle à un événement au Acadie Lumina qui avait fait cet hiver. C'était un souper sous les étoiles. Puis juste sur la fly comme ça, on a fait Lac Bijou. Puis ça juste a donné, on s'est rendu compte comme wow, nos deux voix se mélangent très bien, une belle chimie entre les deux voix. Fait que quand elle m'a proposé ça, j'étais comme absolument j'accepte. On va mettre cet album-là, cette chanson-là sur l'album aussi. C'est vraiment super. Donc, on attend cet album-là avec impatience. J'ai vraiment hâte de l'entendre. Les collaborations, la chanson de Daniel Légère, la chanson de Monique Poirier, puis ainsi que tout le reste de l'album. Alors ça devrait sortir mi-octobre, que tu me disais. On souhaite, ça si tout va bien. À mi-chemin. Puis grand merci Sébastien d'avoir passé l'heure avec moi aujourd'hui en studio au Pain-Fin. On en a appris beaucoup sur toi, ce qui était un petit peu le but. On aurait pu parler encore longtemps. On voit que tu as beaucoup de choses. Tu es capable de parler de plusieurs sujets et de plusieurs choses intéressantes. Mais je suis bien content qu'on ait appris tout ce qui s'est passé dans ta carrière jusqu'à présent. Puis on s'enligne pour vraiment du beau. Là. Ce qui s'en vient, c'est le meilleur qui est à venir. Merci vraiment à CJSE d'être cette plateforme-là pour les artistes. Non seulement juste les artistes connus, mais les artistes de la relève aussi. Moi, je vois CJSE comme c'est un peu, vous êtes après à faire le PV, la route vers le succès. Ça nous permet de se faire découvrir tout ça. Fait que merci à toute l'équipe pour ce que vous faites puis ce que vous représentez pour les artistes de la région. C'est partagé. Un grand merci aussi. Sébastien Doiron qui est avec nous, ça a été un immense plaisir. Et puis, on se revoit très bientôt. Et puis, pour un spectacle, prochaine fois, là, les gens peuvent aller te voir très bientôt. Il y a une Néguac le 15 août. C'est le Néguac le 15 août. Il y a les terrasses Lumina sur ma page Facebook. J'ai fait un post avec toutes mes dates que j'ai.
jusqu'au mois d'octobre avec où je chante, où je serai en spectacle. Il y a des terrasses. Il y a la terrasse du 30 au Pays de la Sagouine et la terrasse du Pays de la Sagouine de nouveau aussi le 1er août qui s'en vient. Puis je serai accompagné de mon ami Joey McGrath. OK, ben c'est des rendez-vous ça, à ne pas manquer. Merci Sébastien, passez une très belle journée, un beau succès cet été, puis bonne fête du 15 août à Newark. Ça sera merveilleux. Salut.